Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Delru et je vous invite à me suivre afin de découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants qui, hélas, sont parfois devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous propose de les sortir de l'ombre. La rue Berger commence boulevard de Sébastopol et se termine rue du Louvre. Elle mesure 580 mètres de long et 16 mètres de large. La rue doit son nom à Jean-Jacques Berger, né le 21 juin 1790 à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Jean-Jacques Berger fait des études de droit et exerce la profession d'avoué à Paris. Ayant pris une part active à la Révolution de 1830, il est nommé maire du 2e arrondissement de Paris. N'étant pas en accord politique avec le pouvoir, il est destitué de ses fonctions. Berger est élu député le 4 novembre 1837 dans le Puy-de-Dôme. À la Chambre, il fait partie de l'opposition à la dynastie. Il reprend ses fonctions de maire du 2e arrondissement en 1847. Il participe activement au banquet menant à la Révolution de février 1848. Il est élu représentant du peuple du département de la Seine. Berger soutient la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à l'élection présidentielle de décembre 1848. À la suite de la victoire de Louis-Napoléon, il est nommé préfet de la Seine le 20 décembre 1848. À nouveau représentant du Puy-de-Dôme après les élections législatives de mai 1849, il soutient la politique du prince-président et encourage le coup d'État du 2 décembre 1851. En tant que préfet de la Seine, Berger réalise des travaux d'empierrement des quais et de canalisation de la Seine. Il commence la mise en œuvre de plusieurs projets d'urbanisme lancés avant son arrivée, tels que le prolongement de la rue de Rivoli, la reconstruction des Halles de Paris et le dégagement du Louvre et de l'Hôtel de Ville. Cependant, sa réticence à engager les moyens financiers nécessaires à des travaux d'ampleur, combinés à des aléas d'exécution, conduisent Louis-Napoléon, désormais empereur, à se séparer de lui. Il est remplacé par le préfet de la Gironde, Georges-Eugène Haussmann, le 23 juin 1853. Berger est alors nommé sénateur. Jean-Jacques Berger décède le 8 novembre 1859 à Paris. La rue a été ouverte en 1854 à l'emplacement d'anciennes voies. La rue aux Fers, déformation du nom primitif rue aux Fèvres, vient du latin faber, qui signifie artisan, fabricant. Selon des historiens, la voie aurait été habitée par des marchands de draps. Dans un manuscrit de 1321, elle est citée sous le vocable de Vicus Fabri, qui signifie rue des artisans. Mais un titre du chapitre de Notre-Dame parle de Vicus Fabarum, qui signifie, lui, rue des Fèves. On voit là qu'il y a eu une confusion entre les mots latins faber et faba, qui signifie donc l'un artisan et l'autre fève. Un document de 1552 mentionne rue aux Feurs, près Saint-Innocent. L'ancienne rue de la Petite Friperie abritait, comme son nom l'indique, de nombreux fripiers. Une partie de la rue Aubry-le-Boucher fut absorbée, côté est. L'ancienne rue de l'Écu, ou rue des Deux Écus, faisait référence à une enseigne datant du XIVe siècle. Pierre Landry, condamné à 1 heure de pilori, eut le droit de racheter sa peine avec 2 écus d'argent. La somme fut gagnée par sa fille, qui interpréta le rôle de la Vierge dans un spectacle de l'église. On amena quand même Landry au pilori, mais sa fille souleva la foule et il fut libéré. Elle était aiguillère et en souvenir de l'événement, accrocha à son commerce une enseigne, la Vierge aux 2 écus. L'ouverture de la rue Berger a supprimé également la rue du contrat social. Ce fut d'abord la rue Calogne, car elle fut percée vers 1786 alors que M. de Calogne était ministre des Finances. Elle s'appela ensuite rue Lafayette de 1790 à 1792 avant d'être rebaptisée rue du Contrat social en référence au livre de Jean-Jacques Rousseau. La rue porte son nom actuel depuis le décret du 2 mars 1864. Maison du numéro 13. Y vécut une demoiselle Françoise Brard, dite Satin, qui mit en émoi plus d'un représentant de la gente masculine. Elle connut son apogée en étant la maîtresse du brigadier des armées de Louis XV, le comte d'Elva,
qui demeurait aussi dans cette rue à l'hôtel de Carignan. Habitation du numéro 15. Pendant la Révolution, vivait dans cette maison Maître Girardin, avocat au conseil du roi. Un soir de 1792, rentrant chez lui, il fut poursuivi par une bande de révolutionnaires armés. 4 à 4, dépassant le premier étage où il logeait, il monta se réfugier sous les combles dans la chambre de sa cuisinière. Celle-ci sut si bien calmer ses frayeurs que 9 mois plus tard vint au monde un enfant que les mauvaises langues surnommèrent l'enfant de la terreur. Au numéro 26 de l'ancienne rue aux Fers se trouvait le cabaret de Paul Niquet. Ce cabaret, décrit comme un bouge, était donc tenu par Paul Niquet entre 1830 et 1853. Il était connu du monde entier et lorsque le roman d'Eugène Sue, Les mystères de Paris, mit les tapis francs, c'est-à-dire les bouges où se réunissent les bandits, à la mode, c'est à qui irait visiter celui-là au risque de s'y trouver en mauvaise compagnie. Dans son ouvrage « Portrait pittoresque de Paris », Charles Virmètre le décrit comme étant ignoble, pénible et répugnant. Toutefois, la clientèle du cabaret n'était pas composée exclusivement de malfaiteurs, on y croisait en particulier des chiffonniers et des rôdeurs. Alexandre Privat d'Anglemont décrit cet endroit dans Les Oiseaux de nuit, paru en 1854. Je vous lis donc le passage concernant notre établissement. On pénètre dans cet établissement par une allée étroite, longue et humide. Les habitués déposent le long des murs leurs hottes et leurs fardeaux pour arriver jusqu'à la salle principale. Nous devrions dire tout simplement hangar, car cette boutique n'est guère qu'une ancienne petite cour sur laquelle on a posé un vitrage. Elle est meublée de 2 comptoirs en étain où se débitent de l'eau-de-vie, du vin, des liqueurs, des fruits à l'eau-de-vie et toute cette innombrable famille d'abrutissants que le peuple a nommé dans son énergique langage du casse-poitrine. En face de ces comptoirs, contre le mur, et fixé par des supports en fer, est un banc de chêne où se reposent les consommateurs. Les comptoirs lourds et massifs sont chargés de brocs, de fioles et de bouteilles de toutes formes portant des étiquettes bizarres, « Parfait amour »,« Délices des dames », etc., ornées de petites gravures grotesques coloriées. Du reste, pour 10 centimes, on vous servirait là un verre de liqueur de la Martinique, signé de Madame Enfou ou de Madame Goodman, aussi bien qu'une goutte d'absinthe. Par un passage étroit, on arrive à une petite salle située derrière le comptoir. C'est le salon de conversation. Un lieu d'asile ouvert seulement aux initiés, aux grands habitués, aux buveurs émérites, à ceux qui ont depuis bien des années laissé leur raison au fond d'un poisson de camphre. 3 longues tables et des bancs de bois en composent le mobilier. Les murs sont blanchis à la chaux. Là, on rencontre des parias de toutes sortes, des chiffonniers et des chiffonnières, des poètes et des musiciens incompris, des bénétriers de barrières, des Paganini de ruisseaux, des domestiques qui ne cherchent pas de place, des soldats embordés, des grinches de la petite pègre. Le 5 août 1918, un obus lancé par la grosse Bertha pulvérisa l'immeuble situé au numéro 87. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que vous avez apprécié la visite et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle découverte. En attendant, passez une excellente journée.